Donc bienvenue à toutes et à tous pour cette cérémonie qui est désormais traditionnelle. Pour ma part, c'est la première fois que j'y assiste et la première fois que je l'introduis en tant que nouvelle secrétaire générale de l'Institut des Amériques. Alors comme vous le savez, le groupement d'intérêt scientifique des Amériques a une grande priorité, c'est de soutenir la jeune recherche. Et cette cérémonie est fondamentale pour nous puisque c'est l'occasion de féliciter nos lauréats. Alors, comme vous le voyez peut-être sur le programme, mais si vous ne l'avez pas, je vous le dis, ce soir, ce soir, nous allons donc tout d'abord commencer par les lauréates du prix Ida Fulbright. Donc, nous écouterons Hélène Agy et Martine Roussel, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir. Nous avons un partenariat avec Fulbright et nous nous en réjouissons. Puis, ce sera suivi de la remise des contrats doctoraux fléchés de l'IDEA. Comme vous le savez peut-être, il y a aujourd'hui, suite à un travail acharné de mes collègues de l'Institut des Amériques, de l'équipe administrative, 12 contrats doctoraux fléchés, 12 pôles internationaux qui permettent à des doctorants de faire rayonner la recherche américaniste sur le territoire des Amériques, tout en faisant leur thèse, leur travail de recherche dans les meilleures conditions possibles, puisque ce sont des contrats qui, sur 3 ans, leur permettent d'avoir un vrai travail de terrain et de nouer aussi des collaborations avec les universités, nos partenaires, et de se créer aussi un réseau, une expérience professionnelle qui bien évidemment, leur sera très utile pour la suite. Nous aurons ensuite les lauréats du prix de thèse et de l'aide à publication 2022 qui sera présenté par Hélène Arter. C'est bien ça. Et enfin, un mot de clôture du président de l'Institut des Amériques, Yves Saint-Jour, qui nous fait aussi le plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Et je laisse la parole à Hélène Agy et à Madame Roussel pour Fulbright. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants. C'est un très grand plaisir pour moi aujourd'hui, enfin double plaisir. D'abord de découvrir le campus Condorcet, parce que c'est une première, et puis d'être présente à cette cérémonie de remise des prix de l'IDEA pour donc le prix Fulbright en particulier. Et c'est une façon, au-delà de la remise de prix, d'incarner la vivacité de notre partenariat. Moi, je suis une toute nouvelle directrice au sein de la commission franco-américaine, mais je comprends que ce partenariat existe depuis longue date et puis qu'il est maintenant très fort d'une douzaine de lauréats boursiers depuis qu'une convention a été mise en place entre nos deux institutions. Quelques mots, comme c'est l'usage, sur la commission franco-américaine et sur Fulbright. Fulbright, c'est le plus grand et le plus ancien des programmes américains d'attractivité et de mobilité universitaire. 400 000 lauréats depuis ses débuts, des étudiants, des doctorants, des chercheurs, et même d'autres, des artistes aussi, des Américains qui vont à l'étranger, des étrangers qui viennent aux États-Unis, un nombre innombrable de prix Nobel, de prix Pulitzer, etc. Pour la France, c'est 12 000 lauréats français qui, grâce à Fulbright, sont allés aux États-Unis et ont connu une expérience marquante dans leur carrière. Et donc, pour l'IDEA, c'est désormais une douzaine de lauréats. Derrière ces grands chiffres, la réalité, c'est que chaque année, nous faisons partir environ 75-80 Français de tout niveau, de toutes disciplines confondues aux États-Unis. Donc, c'est pour dire que ça reste des cohortes extrêmement restreintes, extrêmement petites, et que la sélectivité est forte. Donc, que les heureuses lauréates du prix IDEA Fulbright sont évidemment à la hauteur de cette sélectivité. Merci pour votre hospitalité. Je vous souhaite une belle cérémonie. Et merci Hélène pour le début de notre coopération. C'était un grand plaisir en fait pour moi, chère Martine et chers collègues, de participer pour la 2e année consécutive à la sélection des boursiers Fulbright d'une manière générale en SHS et plus spécifiquement de ceux que nous considérons comme éligibles pour la bourse IDEA Fulbright, à savoir des doctorants qui seraient au travail sur les Amériques, toutes disciplines confondues, mais ce terrain est évidemment un des critères importants de sélection.
Parmi eux, nous avons eu le plaisir d'entendre deux candidates exceptionnelles par ordre alphabétique. Milena Arsic, qui est présente et qui va nous dire quelques mots dans un instant, qui est en thèse de doctorat à l'Université de Strasbourg en littérature comparée. Son travail porte sur les poésies en russe, français et anglais-américain des années 1970-2000, lues au prisme du langage et de leur travail sur le langage poétique à proprement parler. Il y a des coopérations entre ces différents poètes dont elle va peut-être nous dire quelques mots à présent. Donc Milena, toutes mes félicitations, Milena Arsic, pour votre succès. Je remercie l'Institut des Amériques d'avoir soutenu mon projet parmi les candidats Fulbright. Je remercie bien sûr l'Institut Fulbright pour avoir soutenu ma recherche. Voilà, j'emploierai premièrement l'aide des Instituts des Amériques pour visiter à l'Université d'État de New York où les archives importantes pour ma recherche sont conservées. Pour dire quelques mots sur ma recherche, comme Madame Agi a déjà dit, elle porte sur trois groupes d'auteurs, donc Orange Export Ltd, un groupe d'auteurs français, les Language Poets américains et également les métaréalistes russes, un groupe de poètes non officiels de Leningrad qui étaient en contact dans les années 80, qui correspondaient, qui traduisaient également mutuellement leurs textes. Les preuves de ces interactions sont aujourd'hui conservées dans les archives de l'Université de Californie à San Diego. Et grâce à la Fondation Fulbright, je pourrais travailler dans ces archives et rétablir peut-être une filiation des rapports historiques entre ces auteurs. En quelques mots, simplement sur ces poésies assez passionnantes, il s'agit de poésies assez expérimentales, assez antilyriques, mais aussi hautement réflexives, hautement analytiques, qui s'interroge effectivement sur le langage dans la lignée de Wittgenstein, dans la lignée aussi du post-structuralisme, dans un contexte politique d'après-guerre assez troublé. Il s'agit là de facteurs culturels importants pour ces auteurs. Finalement, ma recherche simplement retrace ces interactions-là, étudie les conditions, les facteurs culturels qui ont pu conditionner ces interactions et dans la perspective de littérature comparée, propose une lecture croisée de ces politiques. Voilà, je tenais encore une fois à remercier l'Institut des Amériques, la Fondation Fulbright et encore Madame Agi tout particulièrement. C'est un grand honneur pour moi d'être lauréate de ces institutions et de recevoir ces prix. Merci beaucoup. Et donc nous avions une deuxième candidate retenue pour la bourse IDEA Fulbright. Il s'agit de Marie Ménard, qui est en thèse à l'université Paris-Est Créteil et qui travaille en sociologie sur les grèves des enseignants dans les années 2012-2019 en comparant Oklahoma City et Chicago. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui, mais elle nous fait passer un petit mot de remerciement et est honorée par ce prix. Donc nous avons maintenant la remise des contrats doctoraux, puisque cette année, donc je l'ai dit un peu rapidement, nous avons 12 pôles internationaux, donc 12 contrats doctoraux, chacun sur 3 ans. Et cette année, nous avons donc décerné 3 nouveaux contrats doctoraux fléchés IDEA sur 3 des pôles qui étaient à renouveler, le pôle Californie, le pôle Texas et le pôle Cône Sud. Évidemment, j'ai oublié de remercier le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche quand même, qui nous permet d'avoir ces contrats doctoraux, puisque c'est eux qui apportent le soutien financier et l'IDEA fournit bien évidemment l'environnement logistique et l'aide, l'encadrement, la formation de tous ces contrats doctoraux. C'est moi à nouveau pour une raison précise, qui est que Chloé Andrieux, qui normalement pilote le jury
des contrats doctoraux ne pouvait pas être présente au moment des sélections, étant en terrain en Amérique latine. Et donc, j'ai pris le relais exceptionnellement pour cette année. Le jury a travaillé sereinement et efficacement, et il a pu ainsi retenir 3 candidats de haut vol, je peux le dire. Certains des membres du jury étant dans l'assistance savent que je n'exagère pas, pour les 3 pôles internationaux que nous devions pourvoir cette année. Dans un ordre qui semble aléatoire, j'ai le plaisir de remettre donc son contrat doctoral à Alexandre Pires. Alexandre nous propose de travailler sur la représentation des corps féminins et la façon dont cette représentation structure et est structurée par l'espace de la ville de Los Angeles. Il est géographe. Sa thèse se déroulera à l'Université de Paris sous la direction de Renaud Lebois. Je vous laisse peut-être nous en dire un petit peu plus, Alexandre. Déjà, je tiens à remercier l'Institut des Amériques d'avoir retenu mon projet, de le financer et de me fournir des bonnes conditions matérielles de réalisation de ce projet. Alors, ce travail, effectivement, comme vient de le rappeler Madame Agi, il porte sur les représentations publicitaires des corps féminins à Los Angeles, la façon dont ces représentations publicitaires sont matériellement réparties dans l'espace de Los Angeles, et la façon dont cette géographie de la médiatisation publicitaire des corps féminins est intégrée au processus de production de l'espace, et plus précisément d'un espace ségrégué qui est celui de Los Angeles. Donc l'idée, c'est d'articuler un questionnement sur les billboards et donc des médias capitalistes de représentation et les corps féminins dans le cadre d'une réflexion appliquée à la compréhension des logiques capitalistes de production de l'espace de Los Angeles et des logiques de ségrégation qui en découlent. Peut-être juste rappeler que cette question des corps féminins n'est pas une question anecdotique dans le contexte nord-américain qui est celui d'aujourd'hui, alors que la dimension politique des corps féminins, elle est réactivée à l'occasion d'un nouveau moment politique ultra-conservateur qui accourt aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'avoir la possibilité de résider à Los Angeles, ça fait sens pour le travail de thèse que je souhaite conduire. En tant que géographe qui en plus travaille sur les représentations, j'ai un intérêt scientifique à faire l'expérience d'un mode d'habiter de Los Angeles qui n'est pas celui d'un touriste, par exemple. Et cette présence longue durée sur place qui m'est permise grâce au contrat doctoral de l'Institut des Amériques, au fond, elle est fonction de la construction de mon rapport et de mon regard critique sur les représentations que j'étudie, le risque étant que mes propres représentations a priori de Los Angeles influencent ma recherche, et car elle serait infléchie par cette économie de l'image dont la ville fait l'objet, et les discours et les représentations dominantes qui en découlent, et que j'essaye de déconstruire justement. Alors plus concrètement, habiter la ville de Los Angeles sur un temps long me permettra de collecter des données à différents moments, et à différents moments de ma thèse, et donc de développer une perspective diachronique dans mon travail, à savoir une compréhension de la façon dont ces campagnes publicitaires évoluent, et dont les espaces évoluent avec ces campagnes publicitaires. J'espère que dans le rôle de coordination du pôle Californie de l'Institut des Amériques qui m'est confié, je saurai trouver les moyens de prolonger ces réflexions scientifiques et politiques que j'engage dans mon travail de thèse, au gré de collaborations scientifiques que j'espère riches avec des collègues américains ou américaines, et à l'occasion d'événements scientifiques sur les thématiques marxistes et féministes qui me tiennent à cœur, et qui parachèveront l'étude du circuit de l'image que je m'applique à analyser. Merci beaucoup. Donc pour le pôle Texas, qui est ancré à l'Université du Texas à Austin, nous avons retenu la candidature de Paul Serp. Paul va travailler en histoire politique sous la direction d'Isabelle Vagnoux à Aix-Marseille Université. Il s'intéresse plus particulièrement à la place de la force militaire dans la politique étrangère américaine après la guerre froide, donc les années 1989-2017. Son travail de sciences politiques d'un coup arrive sur le front de l'actualité, lui aussi, et il va peut-être nous en dire un petit peu plus maintenant. Donc je vous remercie. Je remercie évidemment l'Institut des Amériques pour ce contrat qui en effet est
toujours liées à l'actualité, vu qu'il y a évidemment toujours des conflits dans le monde. Et donc, au final, le fond de mon projet est d'étudier comment les États-Unis, en tant que première puissance mondiale et militaire, utilisent leurs forces militaires. Donc j'ai commencé ce travail tout d'abord en étudiant la décision américaine d'envahir le Vietnam, en M1, en M2 la décision de l'administration George W. Bush d'envahir l'Irak. Et donc ce projet de thèse est la continuité de mon travail. Donc je souhaiterais étudier en précisément chaque décision d'intervenir ou de ne pas intervenir des États-Unis à l'étranger en utilisant leurs forces militaires et en rapprochant toutes ces décisions, car je trouve que ce qui est dommage, c'est que les interventions américaines sont souvent présentées en opposition aux autres qui ont pu être menées. Donc par exemple, l'administration Bill Clinton est présentée comme ayant mené des interventions humanitaires, alors que par exemple l'administration George W. Bush est présentée comme ayant mené un conflit hégémonique en Irak pour notamment le pétrole, donc un argument qui est souvent présenté de manière caricaturale. Et donc voilà, mon but sera d'étudier toutes ces décisions post-guerre froide et de les mettre en parallèle et de présenter toutes ces continuités qui justement s'étendent jusqu'à aujourd'hui. Et donc par exemple, étudier les interventions américaines en Europe, au Kosovo et en Yougoslavie peuvent permettre à comprendre comment les États-Unis utilisent aujourd'hui leurs forces militaires et donc notamment potentiellement comment ils pourraient l'utiliser dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et donc évidemment, ce contrat me sera très utile car je pourrai non seulement organiser des événements qui permettront de partager ma recherche et la recherche des membres de mon domaine, mais également de me former un réseau qui me permettra d'interroger justement les personnes qui ont fait cette politique étrangère, car c'est quelque chose qui est essentiel pour comprendre réellement pourquoi et dans quel contexte les États-Unis ont utilisé leurs forces militaires. Et en menant ces entretiens, je pourrai également utiliser les nombreux documents qui sont présents dans les bibliothèques présidentielles américaines, qui sont justement au Texas, les bibliothèques de George W. Bush, son père George H.W. Bush, la bibliothèque Lyndon Johnson, qui est sur le campus même de l'université d'Austin, et également la bibliothèque Bill Clinton, qui est dans l'Arkansas, donc à côté du Texas. Et donc ce contrat me permettra non seulement de partager les fruits de ma recherche et, avec le public, mais également de bénéficier d'énormément de ressources, notamment documentaires. Donc, je remercie l'Institut des Amériques pour ce contrat. Enfin, pour le pôle Cône Sud, nous avons le plaisir d'attribuer le contrat doctoral à Marjolaine David. Marjolaine travaille sur un truc absolument passionnant, à savoir le titre de sa thèse ne le dit pas de manière très explicite, les graffitis et différentes fresques murales qui constituent une archive vivante des activismes de rue transféministes dans la ville de La Plata en Argentine. Elle sera basée à Buenos Aires et cela tombe bien puisque sa thèse inscrite à l'université Bordeaux-Montaigne sera en co-tutelle avec l'université de Buenos Aires, les directrices étant Cecilia González Cavino et Anna Longoli. Marjolaine, si vous pouvez dire quelque chose. Merci Madame pour la présentation et bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais remercier l'Institut des Amériques pour me permettre de mener à bien cette recherche dans des conditions extrêmement favorables, qui sont celles des contrats doctoraux fléchés. Donc cette recherche, je l'ai commencée il y a maintenant 2 ans lors du Master 2 en études culturelles. Elle vise à prendre contact avec des formes d'art qui sont dans l'espace public et qui présentent une lutte féministe dans le but d'intervenir dans le débat social actuel sur les questions de genre et de violences sexistes et sexuelles. Ce sont des formes d'art et de prise de position de l'espace public qui sont extrêmement complexes en utilisant donc des moyens graphiques, des fresques murales, des graffitis et également aussi des performances. Et aussi des formes extrêmement éphémères, c'est-à-dire qu'à prendre place dans la rue et à souvent s'inscrire dans des réseaux qui sont autres que les réseaux institutionnels, les réseaux artistiques ou même les réseaux académiques. Il y a très peu d'archives de ces formes, donc c'est une recherche qui vise à créer une archive et aussi à étudier les mutations de ces formes. Donc si ma première recherche était ciblée sur le territoire de La Plata, j'ai envie d'étudier comment ces formes, donc les formes du mouvement
féministes, transféministes actuelles voyagent, passent les frontières, notamment avec l'usage des réseaux sociaux dans les luttes politiques actuelles, et aussi pour essayer que notre recherche suive les circuits féministes dessinés par les activistes qui ne sont pas forcément celles des divisions nationales qu'on pouvait utiliser auparavant pour étudier des mouvements artistiques. Donc c'est une recherche, je pense, qui s'inscrit dans les lignes de l'Institut des Amériques, puisque je vise à vraiment étudier les liens entre les différents pays, notamment avec le Code Sud, les liens entre les féministes au Chili, en Argentine, et éventuellement aussi comment ces formes sont activées en France et reprises dans nos pays plus européens. Merci encore à l'Institut des Amériques. Je félicite à titre personnel en fait les 3 lauréats pour les sujets qu'ils nous ont proposés, qui étaient des sujets au cœur des préoccupations de la recherche sur les Amériques, des sujets d'actualité, de réflexion qui vont nous permettre à tous d'avancer. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à Hélène Arter, qui est vice-présidente de l'Institut des Amériques, pour présenter donc le prix de thèse de l'IDEA et les aides à publication. Alors, je voulais tout d'abord en profiter pour remercier nos organisateurs de choc de cet après-midi, Marion Magnan, Mathieu Baudry sur cette partie qu'on va présenter, puis Virginie Aron, que vous avez vu sur ce premier moment. Donc, pour celles et ceux qui suivent la vie de l'Institut des Amériques, vous savez combien la jeune recherche est un élément tout à fait central de nos activités. Donc, vous en avez eu un très bel aperçu avec ces présentations de thèse, dont on n'a qu'une envie, c'est d'arriver à soutenance, et puis que ensuite ça donne lieu à des manuscrits qu'on lira tous avec beaucoup de bonheur. Vous le savez sûrement, hein, nous avons un partenariat avec les presses universitaires de Rennes depuis maintenant 10 ans. Donc, j'en profite pour remercier mes collaborateurs dans cette aventure, Nathalie Dessins, qui est familière des lauréates, Luc Capdevila, Valérie Robin, donc, qui m'accompagnent hein, sur ce processus à la fois de sélection et d'accompagnement, puisque notre partenariat éditorial a cette originalité que chaque année, parmi les très nombreuses candidatures au prix de thèse, au prix de la publication que nous recevons, hein, pour vous donner un aperçu, à peu près 30 dossiers chaque année, hein, et même avec le Covid, on est resté au-dessus de cette barre très haute. Nous en retenons 4, à la fois pour leur excellence scientifique, pour l'originalité de leurs propos, pour leur renouvellement des savoirs, donc qui vont pouvoir publier leurs manuscrits revus, renouvelés, adaptés à la lecture au pur. Et parmi ces 4, nous avons aussi un lauréat spécifique qui est lauréat du prix thèse. Donc nous avons publié une 60aine d'ouvrages. Pour celles et ceux qui sont curieux après tout ce teasing, je vous invite à aller visiter le site de l'Institut des Amériques qui a été refait et qui est vraiment beaucoup plus fonctionnel pour découvrir toutes ces informations plus en détail. Vous y verrez qu'on a fait un gros travail de valorisation, notamment en lien avec les membres élus du CS qui relèvent de la jeune recherche. Ils se reconnaîtront tout particulièrement. Donc vous y trouverez notamment des enregistrements vidéo hein, qui vont vous permettre de découvrir de manière un peu plus précise quels sont les travaux de ces chercheurs. Alors je ne vais pas déflorer les sujets, vous allez voir que nous allons voyager géographiquement des États-Unis au Libéria, à Montevideo, à Cuba, en passant par l'Argentine, dans des espaces temporels extrêmement divers. Je voulais en profiter aussi pour remercier les directeurs et directrices de thèse qui ont fait un travail qui explique que nos lauréats soient là, et en particulier Olivier Compagnon qui est parmi nous, mais c'est parce que tu es parmi nous. Donc on le sait bien, un travail de thèse, c'est un travail d'équipe où le chercheur met tout ce qu'il est, mais qui nécessite aussi un accompagnement par un directeur, une directrice, un laboratoire, une école doctorale, et donc c'est tout cet écosystème qui fait que finalement, au bout de plusieurs années intenses mais riches,
on a les beaux résultats que nous avons. Alors nous allons déjà féliciter le tout premier qui est notre lauréat du prix de thèse, qu'il ose se montrer. Donc Étienne, j'ai l'honneur, le bonheur de vous remettre le seul papier qui compte. Et vous laissez nous dire quelques mots pour présenter votre travail. Merci Madame Arter, bonsoir à tous et tous. Donc, je suis très heureux d'être ici ce soir parmi vous. Je voudrais remercier l'Institut des Amériques et en particulier sa commission scientifique qui a distingué mon travail de thèse. Je voudrais aussi au passage saluer sa politique de recherche, puisque j'avais bénéficié en 2017 d'une aide à la recherche doctorale qui m'avait permis de réaliser 2 terrains d'1 mois très importants à Mexico et à Miami. Ce prix me permettra de publier ma thèse aux presses universitaires de Rennes dans la collection des Amériques. J'en suis d'ores et déjà satisfait parce que ça sera, il me semble, un des premiers ouvrages d'histoire de Cuba du second XXe siècle publié en français, fondé sur une recherche sur des sources cubaines notamment. Je voudrais aussi bien sûr saluer mon directeur de thèse, Olivier Compagnon, ici présent. Je le remercie de m'avoir accompagné pendant la thèse. J'avais un projet de thèse assez clair en tête, mais j'ai mis pas mal de temps à donner des résultats concrets. Alors, l'histoire aérienne de Cuba, qu'est-ce que c'est? C'est un peu étrange, il y a au moins 2 dimensions à cela. L'histoire aérienne de Cuba, c'est d'abord l'histoire du transport aérien à Cuba. En fait, plutôt essayer d'étudier comment Cuba a été connecté au monde par l'avion. C'est aussi essayer de faire une histoire de Cuba par le prisme du transport aérien. Donc, dans cette thèse, j'ai exploré l'objet transport aérien de manière assez intensive, sous toutes les coutures. Parfois, je faisais de l'histoire économique quand je traitais des compagnies aériennes, parfois plus de l'histoire sociale quand j'ai étudié les groupes des hôtesses de l'air ou des pilotes de ligne, une histoire parfois un peu technologique aussi pour étudier la technique de l'aéronautique à Cuba, une histoire politique des rapports de pouvoir dans Cuba de Fidel Castro, et aussi une histoire culturelle des voyages en avion à Cuba. Cette thèse sur cet objet, on va dire très circonscrit, elle permet aussi de revisiter des grandes questions historiographiques de l'histoire de Cuba. Donc j'ai apporté des éléments de réponse circonstanciée à des problématiques classiques de l'histoire cubaine, comme l'impérialisme dans le Cuba des années 1950, les dynamiques propres de la séquence révolutionnaire autour de 1959, l'histoire des migrations et d'autres éléments. Enfin, je voudrais souligner que ce travail de thèse a une dimension transaméricaine, véritablement. Le chapitre 2, qui concerne la période de 1945-1958, est intitulé Cuba, carrefour aérien des Amériques. J'ai étudié, si on se focalise plus précisément sur cet espace continental, un mouvement de connexion très fort de Cuba au reste des Amériques dans les années 50, un mouvement de déconnexion avec le blocus, et enfin, à partir des années 70, un mouvement de reconnexion qui concerne le monde entier, mais particulièrement l'Amérique, autant l'Amérique du Nord, avec l'ouverture de liaisons vers Montréal, que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, avec des liaisons vers Panama ou Lima. Donc cette géographie aérienne laisse entrevoir des prolongements à des situations contemporaines qui montrent bien sûr l'actualité de cette recherche, qui est une recherche historique, mais qui peut informer à la fois l'histoire du transport aérien au niveau global et l'histoire de Cuba. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais inviter maintenant Barbara Franchi à nous rejoindre. Donc, Barbara Franchi, je suis jeune docteur de l'Université de Toulouse de Jean Jaurès en histoire américaine. Je dépends du laboratoire CAS, Cultures anglo-saxonnes. Je vais revenir un tout petit peu sur mon sujet de thèse et puis après, je remercierai très chaleureusement l'Institut des Amériques. Donc, l'idée de ma thèse, c'était de revisiter l'histoire de la relation entre les États-Unis et le Libéria. Parce qu'il faut savoir que le Libéria est une ancienne colonie créée par un acteur privé avec le soutien du gouvernement états-unien. Donc le Libéria a été créé en 1822 dans l'idée de rapatrier entre guillemets en Afrique des Noirs américains avant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. L'idée de ma thèse, c'était d'explorer finalement comment les liens diplomatiques officiels entre les deux nations se sont développés, puisque le Libéria gagne son indépendance en 1847
Il n'est reconnu que tardivement par les États-Unis en 1862 pour la simple et bonne raison qu'à cette date, on est en pleine guerre de sécession américaine et qu'on s'apprête à émanciper les esclaves. Donc il était acceptable à partir de ce moment-là de reconnaître une république noire indépendante. Donc voilà, tout l'enjeu de ma thèse, c'était de revenir sur ces liens diplomatiques et de savoir finalement comment cet organisme privé qui avait créé à l'époque le Libéria s'était immiscé ou non dans un jeu officiel de relations diplomatiques. Tout mon travail de thèse a consisté à lire en fait des archives qui n'ont jamais été lues, celles de l'ACS, sur la période donc, de ma thèse, grâce au soutien financier de l'Institut des Amériques, parce que, comme Étienne, en 2019, j'ai pu bénéficier d'une aide qui m'a permis d'aller consulter des archives aux États-Unis, des archives diplomatiques. Donc voilà, grâce à l'IDA, j'ai pu aussi partir faire un séjour de recherche en archives. Et donc ce prix de publication me permettra de faire connaître à un public élargi les résultats de ma recherche, et ça me tient très à cœur parce que je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeune chercheur, on a aussi pour mission de rendre accessible le fruit de nos recherches à un public plus large. Je vous remercie. Lucia, à vous l'honneur. Bon, merci, bonjour à tous. Et je tiens à remercier l'Institut des Amériques pour cette aide à la publication qui est très importante pour moi, pour justement pouvoir me replonger dans le travail de ma thèse, pouvoir rendre visible justement qu'est-ce que la philosophie en Argentine, sujet que je pense qu'on ignore très, très souvent. Qui sont les philosophes argentins et qu'est-ce que la philosophie en Argentine. Donc ça me tient à cœur de pouvoir justement publier ce travail, cette aide à la publication. Bon, en tout cas, je remercie à tous, et particulièrement à l'Institut des Amériques pour cette aide à la publication qui va me permettre justement de publier mon travail de recherche sur la philosophie en Argentine. Je disais que c'était un sujet qu'on ignore généralement, qu'on ne connaît pas vraiment qu'est-ce que la philosophie en Argentine, qui sont les philosophes en Argentine. Donc ça va me permettre justement de donner plus de visibilité à ces champs et à mon travail, dont une des questions principales avait été justement d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'une discipline, comment on construit une discipline à l'université, et justement quels sont les liens entre la politique et le savoir. Voilà. Donc je pourrais me replonger dedans et publier mon travail. Merci beaucoup. Du coup, commencer par remercier l'Institut des Amériques pour le prix, le financement donc, de cette publication. Remercier les gens qui sont présents, qui ont pris le temps de se déplacer parfois de Limoges pour assister à ce moment mémorable. Remercier également Olivier Compagnon, dont je salue, au-delà du fait d'avoir encadré ma recherche, je salue, pour prendre des termes footballistiques, son coup du chapeau, son hat-trick. Il a quand même placé 3 doctorants cette année. C'est quand même, voilà, il faut le souligner. C'est exceptionnel. Alors, pour revenir très brièvement sur ma recherche, je vais pas forcément en parler beaucoup parce qu'il y a un livre qui va être publié et le but, si j'ai bien compris, c'est qu'il soit mis en vente. Voilà, donc je vais pas spoiler. En gros, voilà, ça parle de la Coupe du Monde. C'est un engagement moral. Hein. Ouais. On se retrouve d'ici. On n'a pas si enregistré. Donc un travail qui porte sur la première Coupe du Monde de football, donc qui a eu lieu à Montevideo en Uruguay en 1930. Donc ça, c'est un fait qui est connu de tous, mais pour des raisons assez concrètes, hein, des raisons de difficulté d'accès aux archives, finalement, cette première Coupe du Monde n'avait jamais été travaillée de manière systématique par des historiens. Donc en fait, je me suis plongé dans les archives de l'Association uruguayenne de football, des archives immenses, et j'ai pu faire cette thèse dont le but est finalement d'essayer de comprendre un petit peu comment le pays cherche à se projeter à l'international à travers le sport à cette époque-là, comment l'Uruguay se découvre finalement un savoir-faire footballistique lui permet de briller dans le monde et comment cela va être progressivement intégré dans le discours national uruguayen et comment ça va finir par se décanter et former un espèce de pilier
de la nationalité uruguayenne et comment aujourd'hui les Uruguayens se définissent à travers le football, notamment grâce ou à cause de, ça dépend comme vous voulez le voir, de ces événements qui ont eu lieu en 1930. Alors, plus concrètement sur la publication, c'est quelque chose d'extrêmement important, une thèse, ceux qui en ont fait, vous le savez pertinemment, ceux qui vont se lancer, vous le verrez, c'est des années de travail qui finissent dans un document qui finalement n'est pas forcément lu par énormément de personnes. Et donc le fait de pouvoir le transformer en livre, de l'élaguer un petit peu pour le rendre plus lisible, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant, c'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose où on se dit bah, finalement toutes ces années, tout ce travail va servir à quelque chose et va pouvoir être partagé avec un nombre important de personnes, pas forcément des spécialistes de notre champ. Et là, je rebondis sur quelque chose que disait Madame Arter lors de la réunion qu'on a eue tout à l'heure. Elle disait, voilà, le football, tous les 4 ans, il y a une Coupe du Monde. Tous les 4 ans, on redécouvre qu'il y a eu des Coupes du Monde avant la Coupe du Monde. Et donc forcément, c'est un livre qui aura une visibilité. Alors, elle a bien raison. Et je crois qu'il faut souligner une chose, il faut avoir une vision à moyen terme quand même, c'est qu'en 2030, il y aura le centenaire de la Coupe du Monde. Et là, peut-être... Ah, ça sera fini quand même. Ouais, oui, bah justement. En fait, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, ça créera, enfin, en tout cas, je l'espère, un engouement, en tout cas une curiosité historique de se dire, ok, on est face à un événement qui a 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans? D'où est-ce que l'on vient? Où est-ce que l'on va? Donc, je pense que c'est un projet de publication qui fait sens. Et c'est pour ça que je remercie l'IDEA pour cette attribution de financement. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Yves Saint-Jour, je voulais vous rappeler, mais vous le savez, que nous tenons notre congrès à Lyon au mois de juin prochain qui arrive. Donc ça, vous y êtes cordialement invités, hein, c'est un petit rappel. Pour vous signaler d'ailleurs la mobilisation de la jeune recherche autour de cet événement et en particulier autour de la valorisation des travaux déjà réalisés, mais c'est peut-être aussi l'occasion d'intégrer des travaux en cours. Je passe le relais, vous voyez, c'est très sportif tout ça. Vous avez beaucoup remercié l'Institut des Amériques, mais c'est à nous, l'Institut des Amériques, de vous remercier maintenant. De vous remercier d'être aussi brillant, de vous remercier de porter haut la recherche sur des thématiques aussi variées dans l'ensemble, dans le prisme général des sciences humaines et sociales. Alors on est très fiers de vous et on est content parce qu'au fond, l'ADN de l'IDEA, c'est la jeune recherche et le terrain. Et donc, à travers ces pôles, vous allez, pour certains d'entre vous, aller, à travers tout le travail qui a été accompli, bien c'est ça que nous voulons à tout prix promouvoir en subsidiarité. Vous avez toutes les universités, les centres, et nous, on est là de temps en temps pour faire ce plus, cette valeur ajoutée de la jeune recherche. C'est tout à fait fondamental. S'il n'y avait pas la jeune recherche, il n'y aurait pas l'idée. Deuxième élément, s'il n'y avait pas la valorisation de vos travaux, il n'y aurait pas l'idée non plus. Et donc, c'est vrai que prix de thèse, future publication, aide à la publication, c'est vraiment important aussi. Et les partenariats anciens qu'on a pu construire, ça vaut vraiment la peine aujourd'hui parce que cette fidélité nous permet ensuite, une fois que vous avez travaillé, gagné vos galons, de publier vos travaux. Donc c'est particulièrement important. Alors sachez que l'Institut des Amériques, il est donc à votre service. Grâce à vous, nous pouvons faire vraiment, une présentation de notre institut pour obtenir des moyens pour ses allocations de recherche, pour ses prix, pour ses dispositifs d'appui, pour ses pôles régionaux qui sont l'une de nos caractéristiques. Hein. On est implanté dans toutes ces Amériques et c'est vraiment important. Pour certains d'entre vous, ça va être une responsabilité. Alors, il ne faut pas que ça vous détourne de vos travaux de thèse, mais enfin, c'est une responsabilité. Et donc, je crois que c'est ce moment qui est peut-être on a des congrès, on a des colloques, on fait beaucoup de choses, mais c'est ce moment qui donne en réalité la clé de l'avenir pour notre institution, pour vous-même bien sûr, mais pour notre institution. Donc moi, je vous remercie. Je remercie évidemment ceux qui pilotent vos recherches et ceux qui ont, pour celles qui ont déjà été soutenues, ceux et celles qui ont piloté vos thèses, encadré vos thèses.
Et je vous souhaite vraiment le meilleur dans un monde compliqué, dans une recherche parfois difficile. Je crois que cet élément va vous donner quand même une impulsion et on en est très heureux. Puis évidemment, je remercie tous les partenariats fondamentaux qui nous permettent, avec le ministère de la Recherche et ses allocations, avec la Fondation Fulbright. Bienvenue, hein. Je vous accueille, je me permets de vous accueillir, vous venez d'arriver, de continuer. Voilà, merci beaucoup et bravo.